Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un vendredi et c'est le 12 mai 2023. Le marché, cette semaine, avait des nouvelles importantes. Le marché américain, mais naturellement nord-américain en général, parce que ça nous influence, nous, au Canada aussi. Il y en avait deux statistiques importantes. C'est sur le taux d'inflation. Et puis, ces deux statistiques, qu'est-ce qu'elles ont prouvé? Que finalement, l'inflation se résorbe, mais lentement. Et puis que finalement tout va bien, mais quand même, avant d'arriver au fameux 2% que M. Powell veut, peut-être ça prend du temps. Ou peut-être on n'y arrivera jamais, parce que les gens s'habituent aussi à l'inflation. Et puis tout ça. Bon, peu importe. Mais finalement, est-ce que ça va mal dans le marché? Non, nous, on est gestionnaire de portefeuille et je dois vous dire, on n'est pas pessimiste du tout, malgré tout ce qu'on lit et puis tout ça. Vous savez, le monde de la finance est un monde dans lequel vous avez, entre autres, les économistes, lequel ils vous parlent de choses comme ça, qu'est-ce qui va arriver, je sais pas, les déficits et puis tout ça. Mais en réalité, le marché boursier représente la réalité du marché, la réalité de l'économie en général, et il vous dit que ça va mal, ça va pas mal, pardon. Regardez par exemple au cours des 2 derniers mois, euh, ici, vous savez, dans le graphique, voyez-vous, au cours des 2 derniers mois, finalement, un mois et demi, finalement, le marché ne fait rien. Il est toujours au même niveau. Mais il n'est pas un petit niveau, c'est un niveau quand même intéressant. Parce que le plus haut qu'il avait fait, c'était comme 480. Puis là, il est à 410. À peu près, ça dépend des jours. Il a fait aussi un 417. Et finalement, il n'a pas envie de tomber. Du tout, du tout, du tout. Donc, nous, on est optimistes et on pense que finalement le marché va se reprendre et puis que la fameuse perte ou baisse que le marché a fait, finalement, il y a 2 ans, à la suite du Covid et puis à la hausse des taux d'intérêt et puis tout ça, finalement, tout ça se résorbe et puis on retourne au normal. Je dois vous dire qu'en 1987, M. Greenspan, qui venait juste d'être le patron de la Réserve fédérale depuis 6 mois, M. Greenspan s'est retrouvé avec une patate chaude, bien, bien plus chaude que celle d'aujourd'hui dans les marchés boursiers. C'était quoi le problème qu'il avait? C'est que dans une journée, le marché avait perdu 23% en octobre 1923, 1987. Il avait perdu 23% de sa valeur. Et naturellement, ça semblait tragique, comme si tout s'écroulait. Et qu'est-ce qu'il a fait, M. Greenspan? Ben, vu qu'on avait brûlé à la bourse un nombre incroyable de milliards parce que la valeur de la bourse était tombée de 23%, donc ça voulait dire les titres qui valaient, mettons, 100 dollars, ils finissaient pour valoir 75 dollars. Donc ça, c'est une perte vraie de masse monétaire. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est mis à pomper de l'argent. Il a pompé tellement d'argent qu'après, on a oublié, en peu de temps, on a oublié ce crash et ça a été refait. Euh, OK. Et ici, c'est le cas contraire. C'est-à-dire, on a pompé tellement d'argent avec le COVID que finalement, ça nous a créé de l'inflation. Mais c'est résorbable, ce ne sont pas des problèmes énormes. Vous savez, moi, je viens de l'époque des années 70. Et dans les années 70, on avait la stagflation à l'époque. Il y avait le chômage, vous savez, il y avait un taux d'inflation à deux chiffres, c'est-à-dire 10, 11, 12, 13 d'inflation, en pourcentage. Aujourd'hui, on a une inflation à 5%. Oui, c'est pas beau, c'est pas bien, mais c'est quand même, on peut vivre avec ça par rapport à ce que c'était à l'époque. Une fois dit ça, de quoi on parle? On parle aujourd'hui de la dette plafond. C'est quoi la dette plafond? D'abord, ça se réfère aux États-Unis. C'est qu'aux États-Unis, on peut endetter le gouvernement, mais pas au-delà d'un certain pourcentage du produit intérieur brut, du PIB, comme vous voyez ici. Donc, le PIB est marqué quelque part ici dans moi. Euh, donc, il y a une limite d'endettement du gouvernement. La dette accumulée, c'est la somme des déficits des années précédentes et c'est basé donc je vois que ce n'est pas écrit ici, mais c'est basé sur le PIB, donc le produit intérieur brut. Donc on ne peut pas dépasser un certain pourcentage. Donc si le PIB qui montre la richesse du pays n'est pas capable de grandir, on ne pourrait pas, par exemple, augmenter les dépenses. Ça, c'est pas nouveau, mais disons, quels sont les pays dans le monde qui ont un plafond? Il n'y en a pas beaucoup. Vous avez le Danemark qui le fait. Et en Europe, théoriquement, parce que c'est théorique, ça dépend des pays, à l'Union européenne, voyez-vous, c'est marqué ici à l'Union européenne, théoriquement, on devrait avoir 60% de PIB. Si le produit intérieur brut est X, là, il faut
que la dette soit 60% de ce X qui est là. En réalité, vous avez des pays comme l'Italie, par exemple, dont le PIB est une certaine valeur, mais la dette par rapport au PIB est 150%. Et d'autres pays aussi, d'autres qui sont plus vertueux, comme l'Allemagne, j'imagine, tout ça. Mais finalement, c'est ça. Donc, il y a une... donc, regardez, aux États-Unis, donc, il y a une limite à l'endettement du gouvernement. D'où la dette, la dette, c'est la dette accumulée, c'est-à-dire la somme des déficits des années précédentes. Là, on est arrivé en ce moment ici, pour le début du mois de juin, à une rupture. La rupture, c'est quoi? C'est que le gouvernement américain a tellement pompé de l'argent et tellement à dépenser qu'on est rendu à la limite. C'est-à-dire, il y a un plafond, et le plafond, ici c'est marqué, voyez-vous, la limite actuelle est 31,38 trillions de dollars, mais on est déjà rendu à 31,46. Donc, finalement, pour pouvoir dépenser, continuer à dépenser, encore, mais qu'est-ce que ça veut dire pouvoir dépenser? Ben, payer la dette, payer les coupons, payer les salaires fédéraux et puis tout ça. Donc, finalement, il faut un permis du Congrès. Mais le Congrès est divisé entre la Chambre, si vous voulez, mettons, les sénateurs et la Chambre des représentants. Une des deux chambres est relativement dominée par des républicains et l'autre par les démocrates. Et à présent, les républicains disent à M. Biden, non, 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 nous, on ne te donne pas la permission d'augmenter tes dépenses, et donc tu t'en vas en faillite, je m'en fous carrément. Pourquoi? Parce que tu dépenses trop. Donc, réduis tes dépenses, et puis on va s'arranger. M. Biden dit non, je ne peux pas faire une chose pareille parce que Et conclusion, c'est un conflit entre, si vous voulez, entre démocrates et républicains. Mais qui donne l'autorisation de dépasser le ceiling, le maximum? Ben, c'est le Congrès américain. Et donc, le président américain n'a pas le droit de faire ça, parce que lui, c'est l'exécutif. Et c'est comme un roi sans avoir le pouvoir, finalement, d'être roi. Enfin, de faire comme un roi faisait autrefois. Donc, il ne peut rien imposer. Donc, il doit demander au Congrès d'augmenter le ceiling, parce qu'actuellement, le ceiling est 31,38 trillions de dollars, et on est déjà rendu, en février 2023, à 31,46. Rendu à la fin du mois de juin, au début du mois de juin, donc dans 2 semaines, s'ils ne se mettent pas d'accord pour augmenter ce plafonnement, ben finalement, les salaires, il n'y aura plus de salaire il n'y a plus d'argent pour payer les salaires, pour payer les coupons et tout ça. Donc, c'est la faillite, en quelque sorte. Est-ce que c'est tragique? Je dois vous dire, moi, je vis ce monde-là depuis des décennies et des décennies. À travers des décennies, il y a eu des moments vraiment cruciaux dans lesquels vraiment on ne savait pas si tout le monde s'en allait en faillite ou non. Puis finalement, ça s'est toujours arrangé à la dernière minute. Aujourd'hui, cette fois, est-ce que ça va s'arranger? Je ne sais pas. Mais, comme vous dire, quand on arrive en juin de cette année, peut-être Mme Yellen, qui est la patronne finalement du ministère du Trésor américain, et finalement, elle va trouver un artifice à quelque part pour gruger quelques trillions quelque part, en attendant que le Parlement se mette d'accord sur augmenter le ceiling. Mais quand est-ce qu'il y a eu ce ceiling? Parce que pas partout dans les pays du monde, loin de là, le Canada n'a pas de ceiling comme tel. Nous, c'est plus compliqué au Canada parce que on a un pays qui est vraiment décentralisé beaucoup. Les provinces ont leurs dépenses, le fédéral a ses dépenses. Et si vous faites la somme de toutes les dépenses, nous, on est très endettés au Canada. Mais c'est morcelé entre les provinces, les territoires et le fédéral. Aux États-Unis, non, c'est pas la même chose. Et eux, c'est le déficit fédéral qui fait. Et donc, quand est-ce que tout ça est né? Ben, tout ça est né parce que dans le passé, finalement, déjà le Parlement américain se donnait, par exemple, des limites. Je vais vous les montrer, en parler ici, des limites. Si vous prenez, par exemple, le cas, par exemple, laissez-moi voir ici. Oui, c'est ça. Si vous prenez, par exemple, quand la France a vendu la Louisiane aux États-Unis, ça a coûté aux États-Unis 11,25 millions de l'époque. Donc ça, c'était un plafond. Ils ne voulaient pas dépenser plus que 11,25 millions.
mais c'était ponctuel pour un cas particulier. Par exemple, dans le cas de la guerre civile, des années 1860 à 66 à peu près, le plafond était 500 milliards. 500 millions, pardon. À l'époque, on n'avait pas de milliards, c'était des millions. Et finalement, pour le canal de Panama, par exemple, ça prenait 130 millions. C'est-à-dire, il y avait des plafonds de dépenses que le Congrès américain donnait. C'est-à-dire, on veut faire le canal de Panama, oui, mais pas plus que ça. Mais quand on arrive à la fin de la Première Guerre mondiale, ça avait demandé un tel effort économique que finalement les États-Unis s'étaient endettés avec le public, là, avec l'émission d'obligations. Finalement, ils ont résorbé tout ça, grosso modo, dans les années 30. Finalement, on arrive à 1939, et en 1939, c'est la date officielle de dire que le gouvernement n'a pas le droit de dépenser au-delà d'un certain pourcentage du produit intérieur brut. Et surtout officiellement, c'est depuis 1939. Et périodiquement, on se retrouve dans cette situation. Parmi les références qu'on vous a données, il y en a de celles qui sont très intéressantes. Par exemple, regardez, en 1939, donc, on disait 45 milliards le plafond pour couvrir toute la dette, en 1939. Aujourd'hui, on est rendu à des trillions, comme vous voyez. Et si vous regardez donc la référence numéro 1, c'est ça la référence numéro 1. Dans la référence numéro 1, voyez-vous, il va vous donner, c'est tout l'historique de tout ça. Et puis plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas encore. Il va vous donner, voyez-vous, à travers les années. Ça commence avec 1939. Si vous voulez, ça c'est le 25 juin 1940. Il va vous donner le debt ceiling, c'est-à-dire le plafonnement de la dette, et puis le changement par rapport au précédent, ici sur le côté. Et d'année en année, voyez-vous, ça fait... Tout président américain s'est retrouvé avec le problème de dépenser, mais toujours d'avoir le permis du Congrès pour le faire. Et pourquoi ça prend le permis du Congrès? C'est parce que ça remonte, si vous voulez, depuis très, très, très longtemps. À un certain moment, il y avait un roi britannique qui avait taxé les gens pour refaire la flotte finalement de bateaux et puis tout ça. Et donc, il avait taxé les citoyens. Le Parlement était contre ça. Il dit, c'est nous qu'on doit autoriser Finalement, je pense qu'on a coupé la tête à ce roi-là. C'est le seul endroit où un roi anglais, il s'est vu couper la tête. Mais finalement, parce que c'était le roi qui voulait, mais dit, moi je suis le roi, moi je suis l'autorité, Dieu me l'a donné. Et donc, moi je taxe les gens parce qu'on a besoin d'avoir une flotte de bateaux qui soient... Et finalement, le Parlement a dit, non, c'est nous, les élus du peuple, là qu'on a le droit de taxer. Et ça a toujours été comme ça. Finalement, c'est toujours le Parlement qui doit décider que l'exécutif a le droit ou non de dépenser ce qu'il veut dépenser. Et juste pour vous dire, si vous allez à la référence à numéro 3, je crois, Gare, je vais vous les montrer. Voilà. La référence numéro 3, c'est hallucinant. C'est un portrait de la dette américaine, voyez-vous, c'est vivant là. Il vous dit, voyez-vous, sur la gauche, il vous dit le US National Debt, et il vous dit que c'est 31,7 trillions, je pense, c'est ça. Difficile à lire ces chiffres-là, mais pour vous dire à tous les chiffres, à tout moment, quelle est la dette américaine dans les différentes caractéristiques. C'est très amusant, c'est un peu hallucinant, comme je veux dire. Mais il vous donne aussi le revenu dans l'État. Quand c'est vert, il vous donne le revenu, et quand c'est rouge, c'est la dette. Vous avez aussi, à propos du Canada, le Canada, comme on a dit, c'est un peu plus compliqué, parce que le Canada n'a pas juste... Si vous regardez dans le cas du Canada, les références, mettons comme 4, 5 et 6, qui concernent le Canada, c'est qu'on a une grosse dette, mais c'est la dette globale. Le fédéral, mettons, a une dette qui est, mettons, 50% du produit intérieur brut. Mais les provinces sont tous endettées. Et donc, parce que nous, on est décentralisé au Canada. Et finalement, on est une confédération, c'est-à-dire on est un ensemble de provinces. Tandis qu'aux États-Unis, c'est une fédération, finalement. Le fédéral, c'est le fédéral. Bien que c'est discutable, toutes ces définitions-là, mais ça reste que, finalement, nous, ici, on a 3 formes. Est-ce que, Gary, tu peux aller montrer les trois dettes canadiennes? Je pense, on va le voir. Je mets, oui. Si tu vas plus bas, il montre un graphique. Oui, voilà. Regardez ça, le graphique. Canadian Government, ça vous pouvez le mettre en français avec Chrome. Hein?
Canadian Government Debt Security Liability as a percentage of GDP. Donc, c'est le noir, ça représente la dette globale canadienne. Mais elle est fermée de deux dettes. Voyez-vous, c'est la dette d'un côté, la rouge, ça représente les provinces, les territoires et les gouvernements locaux. Ensuite, la ligne bleue, ça représente le fédéral. Donc, le fédéral a une dette à peu près de 40%, 45% du produit intérieur brut. Tandis que les provinces, c'est pratiquement la même chose. Si vous faites la somme de tout ça, bien, on est rendu ici à presque 90% du produit intérieur brut, le GDP qui est là, produit intérieur brut. C'est pour vous dire le Canada. Donc, c'est intéressant comme lecture, mais finalement, le sujet de ce vidéo était de vous sensibiliser à quelque chose qui actuellement est crucial aux États-Unis, parce que M. Biden est allé rencontrer le patron des Républicains au Congrès pour dire, s'il te plaît, on a besoin d'augmenter le ceiling. Et le républicain, il dit, non, toi, tu réduis tes dépenses. Jusqu'où chacun tire sa corde de son côté à raison, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est une source de suspense qu'on a pour les prochains jours. Et voilà, c'était tout pour le sujet actuel. Bonne fin de semaine.